à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que le podcast Fleurs d'avocat, ce sont des interviews d'avocats tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Pour la rentrée, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Maître Bernard Lamont, qui est avocat depuis 1993 et qui exerce principalement au barreau de Rennes. Il a fondé il y a quelques années Nouveau Monde Avocat, qui est un cabinet spécialisé en droit des nouvelles technologies. Cette interview est une invitation à oser, à être curieux, à se former en permanence, à réfléchir comme un chef d'entreprise et à essayer jusqu'à trouver la bonne recette. J'espère qu'elle vous convaincra que quel que soit votre exercice aujourd'hui, vous pouvez changer, que ce soit de lieu d'exercice, de spécialité, de business model ou encore de positionnement, et ce, peu importe votre âge. C'est un épisode particulièrement long, donc je ne m'éterniserai pas en introduction. Mais avant de lancer l'épisode, je voudrais tout de même rappeler que Fleurs d'avocat, c'est également une formation à l'intention des jeunes avocats qui s'appelle « Bien dans ma robe ». La prochaine session aura lieu en novembre dans les locaux du cabinet Bold, dans le 10e arrondissement de Paris. Je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleurs d'avocat pour en savoir plus et surtout pour vous inscrire. Pensez à cette occasion à utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour bénéficier d'une petite réduction. Enfin, la meilleure manière de soutenir le podcast est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée. Mais aussi, je ne le dis pas assez, de me conseiller un avocat ou une avocate épanouie, évidemment, à interviewer. Merci beaucoup pour votre contribution. En l'occurrence, merci à la Twittosphère d'avoir répondu à mon appel à recommandation à Rennes et à Au Palais en particulier de m'avoir recommandé Bernard. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Bernard Lamont. Bonjour à vous. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. C'est avec grand plaisir. Alors Bernard, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Vous avez 2 heures. Exactement. J'ai pris ma décision après 3 ans en fac de droit. Mais pourquoi avez-vous choisi la fac de droit ? Par défaut. C'est-à-dire qu'à la sortie d'un bac sans bagage scientifique suffisant, puisque je n'avais pas un bac S, à l'époque, je voulais plutôt m'orienter vers des études du type prépa HEC, école de commerce. Et on m'a dit, oulala, vous n'avez pas un bac C à l'époque, un bac S avec mention, ça va pas être possible. Et mes parents m'ont dit, avec beaucoup de sagesse, ils ont eu bien raison, en plus tu n'as pas montré beaucoup de talent au travail, beaucoup de capacité de travail, donc tu vas aller en fac, faire une sorte de SAS d'humanité. C'est Paul Lignières qui emploie ça. Et j'ai trouvé ça très très bien. Ce qui fait que première année, j'ai pris des matières qui étaient plutôt droit constitutionnel, etc. Et progressivement, j'ai adopté les cours, j'ai suivi les cours de droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés et tout, et le virus m'a pris. Mais jusqu'en Master 1, à l'époque on disait maîtrise, je me demandais si je n'allais pas embrasser une carrière de journaliste. J'ai d'ailleurs été comme Barack Obama, le président du journal de la fac. Alors nous, c'était beaucoup plus modeste, c'était publié 3 fois par an, ça faisait 20 pages, et ça reprenait les lapsus et les jeux de mots des profs en amphi, mais voilà. Et qu'est-ce qui a fait basculer la donne entre journalisme et avocat ? D'abord la rencontre avec plusieurs journalistes qui m'ont exposé la difficulté de leur métier, qui est un très beau métier. Je continue à avoir beaucoup de contacts avec des journalistes assez quotidiennement et c'est un métier que j'admire mais qui est d'une dureté qu'on n'imagine pas tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté du miroir. Et par ailleurs, progressivement, le goût, alors c'est l'époque où le bouquin La firme de John Grisham sort, où on parle de Golden Boys du droit, ça me fait un peu rêver dans l'idée d'aller dans des cabinets anglo-saxons, to speak English fluently every day, and so on. Et en maîtrise, à l'époque Erasmus n'existe même pas, on nous propose
à tout l'amphi, on était 400, un deal qui est, si vous allez 1 an en Angleterre et que vous avez un Master of Laws, à l'époque c'était pas connu, je suis vraiment très vieux, votre retour, vous aurez l'entrée au DJCE, le diplôme de conseil juridique. À l'époque, la fusion des avocats et des conseils juridiques n'était pas encore décidée. Et le DJCE, pour les avocats qui faisaient du droit des sociétés, du droit fiscal, c'était un peu le Graal. L'entrée n'était pas évidente. J'avais un parcours qui s'améliorait d'année en année, mais je n'avais pas une mention chaque année. Hein. Et donc, je suis parti en Angleterre. On n'était pas très nombreux, on était 5 ou 6 à partir en Angleterre, à faire une année d'études, à faire un vrai Master of Law, c'est-à-dire pas seulement un trimestre, mais voilà. Donc je suis arrivé avec un niveau d'anglais affligeant, mais vraiment, voilà. J'ai parlé anglais 24 heures sur 24, donc pendant 1 mois, j'ai dormi 14 heures par nuit, tellement l'effort était rude, mais je suis sorti en parlant à peu près anglais. Puis en rentrant, j'ai fait on était appelé par le service national à l'époque. J'ai pu faire un diplôme de gestion pendant mon service national. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Et l'année suivante, ça a été la seule année où on a pu faire le CAPA et le M2 en même temps. C'était un peu ce qui est devenu aujourd'hui le PPI, oui, mixé avec les cours et tout. Je prête serment, à l'époque sans collaboration, et je veux faire une thèse. Sur la base de mon mémoire des JCE, qui était sur le prix de vente des parts sociales des titres sociaux dans les sociétés. J'étais très droit des sociétés. Et j'avais fait un mémoire qui, me semblait-il, aurait pu devenir une thèse en bossant normalement pendant 3 ans, quoi. Je trouve pas de directeur de thèse, je m'interroge, je fais un peu Tanguy, parce que j'ai 27 ans et quelques. Et à l'époque, alors j'ai eu le prix Freshfields, parce que je suis tombé sur un sujet qui m'intéressait. C'était le début des prix faits par les cabinets anglo-saxons pour recruter, donc le prix Freshfields des Échos. Il me propose un stage de 6 mois, ça ne m'intéresse pas beaucoup, et un autre cabinet, Clifford, me fait une offre hyper intéressante. De collaboration. Alors on fait une pause parce que vous allez très vite. Déjà, ces journalistes avec qui vous avez échangé, oui, vous les avez contactés ? Oui. C'est vous qui les avez contactés par curiosité pour en savoir plus sur leur métier Absolument. Alors à l'époque, il n'y avait pas Twitter, les mails, etc. Mais je me suis payé de culot. J'ai appelé Louis-Marie Aurault, qui continue encore aujourd'hui à signer des articles dans le Canard enchaîné. J'ai approché des localiers, c'est-à-dire des journalistes du quotidien, des journalistes notamment judiciaires. Il y avait un chroniqueur judiciaire de très grande qualité à Rennes. Je précise que j'ai fait toutes mes études à Rennes et j'ai quasiment toujours vécu à Rennes. Et par le prix Freshfields les Échos après, j'ai eu confirmation que c'était vraiment un métier extrêmement difficile. Et puis par ailleurs, vous aviez été pris du virus, comme vous dites, du droit et du droit des affaires. Du vrai droit des affaires, du droit des sociétés, de l'ingénierie juridique, de comment je monte une holding dans un pays étranger, comment je fais une fusion transfrontalière, comment j'aide à mobiliser les énergies de business, de création, en passant le parcours d'obstacles administratifs. Parce que vraiment, pour beaucoup d'entrepreneurs que je voyais déjà à l'époque, le droit était une somme de contraintes. Alors dans ce parcours, il y a un point assez anecdotique a priori, mais qui est que pendant 2 étés, j'ai vendu des t-shirts et j'ai créé une société à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que, c'était très modeste, on vendait des t-shirts sur les marchés ou sur les pontons des ports de plaisance. Mais le virus de créer une activité économique, ça a été tout petit déjà, quoi. Voilà. Et déjà là, vous aviez vu la difficulté de créer une boîte ou non, Non, vous n'étiez peut-être pas posé ces questions-là à ce moment-là ? Non, j'avais vu l'inverse. J'avais vu qu'avec un peu de créativité, on peut passer des obstacles. J'avais interrogé
des gens sur le statut, par exemple, à embrasser, à adopter pour ce genre d'activité. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens m'avaient dit « Oh là là, tu te rends pas compte, tu vas pas ouvrir une activité économique pour un mois, avec tout ce que ça suppose de papier, de déclaration à l'URSSAF et tout. » Et j'avais trouvé un moyen, avec un système de société en participation, je ne rentre pas dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt, mais à faire une sorte d'auto-entrepreneur avant l'âge, c'est-à-dire une petite activité avec un statut légal, mais adapté à un chiffre d'affaires raisonnable et pour une durée très, très réduite. Et j'avais trouvé ça amusant de picorer, de trouver la solution, alors que tout le monde disait que c'était impossible. C'est ça qui est très agréable. C'est lorsque tout le monde dit ouh là là, mais ça va pas être possible, et que vous arrivez avec une solution en disant mais tout le monde pense qu'il faut aller dans le zig, mais si tu vas dans le zag de telle manière, on va y arriver. Et donc vous obtenez pour votre mémoire, si je comprends bien, le prix Freshfields des Échos. C'est un concours qui est basé sur un cas pratique et sur une discussion. Alors à l'époque avec... auquel vous vous étiez inscrit depuis Rennes. Ouais, ils faisaient leur marché dans les DGCE de France, quoi. Hein. Et on était 20 candidats, alors avec d'abord une sorte de causerie de culture générale, et puis ensuite le lendemain avec un cas pratique, et je suis tombé sur un cas pratique insoluble. Et j'avais 1 heure pour trouver une solution, et en fait j'ai proposé une solution qui commençait juste à arriver dans les livres, qui était la création d'une société par action simplifiée, c'est-à-dire qu'avec les outils classiques du droit des sociétés, on ne trouvait pas la solution, mais avec ce texte qui était très innovant, tellement innovant que certains professeurs de droit disaient que c'était une hérésie, bataille classique des conservateurs et des modernes, des anciens et des modernes, je suis arrivé et j'ai dit modestement au jury, je ne suis pas sûr d'avoir la solution, mais s'il y en a une, elle est probablement dans ce nouveau texte dont on n'a pas les détails. Ça avait plu. Ouais, ça avait plu. Et donc, vous dites que vous êtes recruté par... Clifford Chance. Clifford Chance. En droit des sociétés, donc me voilà Rastignac, place du Trocadéro à Paris, dans le cabinet anglo-saxon. Et alors ? Au 2e étage. Au 1er étage, il y a un petit cabinet d'avocats avec une avocate fort sympathique qui s'appelle Christine Lagarde. Moi, je suis au 2e. Je l'ai croisée 2 fois dans l'ascenseur. C'est pour... voilà. Non, mais c'est l'époque de Clifford, comme Paul Lignières le décrit, quand c'était une petite PME à Paris, voilà. Alors, 94, 95, on est quand même déjà 100 avocats. Ah, quand même. Pas si PME que ça. Néanmoins, ça réussit à combiner l'efficacité d'un cabinet international avec des outils technologiques, etc. Et une forme de bon esprit d'équipe, parce que chaque département est regroupé. Donc 5 équipes de 20, ça permet de travailler sur des projets à 5 pendant 3 semaines, etc. Ça n'est pas le modèle ou la caricature qu'on peut se donner du cabinet où sur 12 étages, vous avez 1200 avocats qui sont dans une énorme usine. Et vous, ça vous fait quoi, justement, ce Rastignac à Paris chez Clifford Chance ? Un super plaisir. D'abord, j'arrive dans une équipe de gens plutôt accueillants. Pas une énorme difficulté d'adaptation. Quand je dis je suis Rastignac, attention, ça n'est pas non plus le voyage vers Mars ou la Lune. C'est simplement un changement de ville, un changement de vie. On passe d'étudiant à jeune pro. Donc, c'était pas particulièrement un objectif de venir à Paris ? Non, j'ai eu un choix à faire, un vrai choix sur lequel 2 ou 3 mentors m'ont aidé, 2 ou 3 personnes de confiance. Qui sont ces personnes de confiance ? D'abord celui qui allait devenir mon associé, Bruno Cressard, chez qui j'avais fait un petit stage, parce qu'à l'époque, le stage d'avocat, c'était 3 mois, et en plus, pour des raisons diverses, il avait été encore plus court. J'étais allé le voir et je lui avais dit thèse ou Clifford, droit des sociétés, travail 50% en anglais, gros dossier intéressant et tout. Et il m'avait proposé une question qui est intéressante, c'est surtout
Ne sois pas dans la situation où à 50 ans tu te retournes et où tu te dis « Merde, j'ai raté ça ». Pas de regret. Tu sais pas si tu vas t'adapter, parce que bon, pour moi, je n'avais jamais fait un stage dans un grand cabinet, je n'avais même pas de véritable idée du fonctionnement, je ne savais pas ce que c'était qu'une feuille de temps. Enfin, il faut voir qu'à l'époque, c'était une inconnue totale, mais j'étais beaucoup plus passionné par l'inconnu, justement, que effrayé. Néanmoins, j'avais un choix, je voulais faire une thèse, et puis à cette époque-là, j'ai pas obtenu le financement de la thèse, et Bruno et d'autres, notamment des amis parisiens, m'ont dit saute sur l'occasion et fais ton... Alors comment est-ce qu'on peut appeler ça? Chez les artisans du Moyen-Âge, on appelait ça le compagnonnage, quoi. C'est le Tour de France. Tu vas en baver pendant 2 ans. Peut-être. So what? Bah, t'apprendras ton métier. J'y suis resté 2 ans, j'ai appris mon métier. Et j'en ai bavé. Et ces deux autres personnes, c'est des amis qui avaient votre expérience ou des amis parisiens plus expérimentés? Alors, l'autre, je veux pas donner plus de précision sur son identité, mais c'était l'oncle d'une amie très proche, ouais, qui était associé dans un cabinet de haut niveau et qui m'a gentiment pris au téléphone, ne me connaissant ni d'Ève ni d'Adam. Non, mais des personnes que vous avez pu, enfin en tout cas que vous avez pris l'initiative de contacter. Ouais, absolument. Oui. Alors Bruno Cressard, c'était beaucoup plus simple parce que c'était mon ancien entre guillemets patron de stage, et l'autre avocat m'a tenu vraiment à peu près le même discours. Après, vous en parlez avec vos proches. À l'époque, j'étais célibataire, mais j'en aurais parlé avec celle qui est devenue ma future épouse, mais ça s'est passé 2 ans plus tard, etc. Donc, il y a eu ces avis-là qui vous ont conseillé, pas de regret, va te former à la dure, éventuellement dans ce cabinet. Mais quand même, vous n'aviez pas eu de financement pour votre thèse, sachant que c'était une option et que ça vous intéressait. Vous l'avez vécu comment, ça? Sans aucun problème, c'est-à-dire que okay, ça n'a pas été un deuil catastrophique, ça a été... j'avais 2 voies qui se présentaient. Alors, j'aurais pu, sans avoir de financement, enchaîner les postes d'ATER, d'assistant de TD, et puis la difficulté financière que représente pour beaucoup de thésards cette phase de 3 ans. Mes parents qui m'ont toujours soutenu pendant mes études, alors ma maman était décédée 1 an avant, mon père m'a dit je peux t'aider, mais là ça risque d'être un petit peu difficile, donc j'aurais pu boucler cette thèse avec un job alimentaire à côté, et puis de l'autre côté j'avais 3 ou 4 personnes dont les avis comptent, et puis une option professionnelle hyper intéressante, hyper excitante au sens anglais du terme. Je comprends que la balance est penchée vers Clifford. Alors j'ai essayé de combiner les deux, c'est-à-dire que au moment de l'embauche, j'ai demandé à mon premier patron, pour qui je garde une très grande amitié, Henri Lazarski, de pouvoir faire la thèse tout en travaillant, en lui disant... À l'époque, il n'y avait pas de télétravail ou de temps choisi ou quoi que ce soit. Par exemple, je veux bien travailler pour vous, mais 4 jours sur 5, et puis vous me laissez le jeudi soir, et puis vendredi, samedi, dimanche, je fais mes recherches, et c'est bon. Il a refusé, je crois qu'il a été sage, parce que ça aurait été intenable. Ouais, intenable. Sur le long terme. Et donc, vous dites que Clifford, vous vous êtes formé à la dure. Est-ce que ça rejoignit votre idée du Golden Boy des cabinets d'avocats dont vous aviez parlé tout à l'heure, vous savez, en faisant référence aux livres? Alors, certaines promesses ont été tenues, c'est-à-dire des dossiers hyper intéressants, d'une très grande valeur économique, un très haut niveau d'expertise, c'est-à-dire que quand on fait un contrat, on va au bout des choses. On fait le maximum pour atteindre 99 sur 100 c'est bien, c'est bon. Un travail à 50 ou 60% en anglais. Donc après un Master of Laws, là j'ai vraiment peaufiné ça. Un revenu très très correct. C'était pas dément néanmoins par comparaison avec les amis qui étaient collaborateurs libéraux.
pas bien payé, évidemment, c'était du salariat, collaborateur salarié. Et puis, des choses qui m'ont beaucoup surpris, par exemple, encore une fois, le fait que, alors je pensais rentrer dans une usine peut-être un peu inhumaine, parce que grand cabinet et tout, il y avait quand même une ambiance tout à fait correcte, avec des gens qui ne se tiraient pas tous les jours dans les pattes et beaucoup plus de solidarité que de vacherie. Après, c'est la différence entre le stage et la collaboration, c'est la vieille histoire de celui qui arrive en enfer et qui a le choix entre la porte du paradis et la porte de l'enfer, et il y a Saint-Pierre qui lui dit vous avez le choix. Donc le type rentre dans le paradis, c'est bien mais c'est un peu ennuyeux, il va essayer l'enfer, et là l'enfer n'est pas du tout comme on lui a décrit. Donc il retourne, il va voir Saint-Pierre et il dit non, mais en fait je vais voir le paradis, c'est beaucoup plus sympa. Il rentre en enfer, et là il y a le diablotin qui le prend, qui le met dans l'huile bouillante et tout, et il fait une réclamation, et il y a Saint-Pierre qui lui dit quel est le problème? En fait j'ai essayé, c'était vachement bien, et Saint-Pierre lui répond c'est la différence entre le stage et la collaboration, quoi. C'est-à-dire que quand on fait un stage c'est vachement bien, et puis la vraie collaboration c'est un peu plus rude. Donc j'avais demandé combien de semaines par mois il y avait des closings, parce que je me doutais un peu, et on m'avait dit allez, 3 jours par mois, il faut rester jusqu'à 23 heures. C'était beaucoup plus que ça. Ouais, quand vous... Donc ce passage stage, collaboration et le fait que ce soit plus dur, c'est le fait du coup de devoir le tenir sur le long terme? C'est l'augmentation des responsabilités? C'est la cause? Il y a un mix de plusieurs choses. D'abord, un changement d'environnement. On dit que sur l'échelle des stress, le déménagement personnel est quasiment à la hauteur du deuil d'un conjoint. Vous savez, c'est vraiment c'est rugueux de vraiment changer de vraiment changer de vie. J'aime beaucoup la ville où j'ai fait mes études, Rennes. À l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais c'était une ville moyenne et assez tranquille. On arrive place du Trocadéro, ça swing quoi. Hein, c'est quand même un peu plus ténu. Je ne suis pas paresseux, donc ça ne me fait pas peur. Néanmoins, c'est un vrai changement de vie. Je quitte aussi mon papa, qui encore une fois a été veuf 1 an plus tôt. Voilà, il y a cet aspect-là. Et moi, j'ai adoré la vie d'étudiant, et d'ailleurs, je suis devenu un vrai Tanguy puisque j'ai commencé à bosser à 27 ans. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en première année, j'ai travaillé 15 jours. En deuxième année aussi, donc j'ai eu la sanction, ce qui a fait que je passe tout au rattrapage. Mais voilà, la différence, c'est un cadre professionnel. Et je n'avais pas fait de stage professionnel, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où les gens qui prêtent serment ont déjà fait 6 mois ici, 3 mois là. Vous avez découvert le métier sur le tas chez Clifford. Ah oui, je n'avais mais strictement aucune idée du déroulement d'une journée. Encore une fois, je suis arrivé le premier jour, on m'a mis une feuille de temps et on m'a dit, tu vois, ça se note 6 minutes par 6 minutes, etc. Je lui ai dit, ah bon, ok. Et donc l'enfer, combien de temps? Non, alors, quand je dis l'enfer... Pour reprendre votre... non, ça a été rugueux pendant 2-3 mois. Où vraiment, ça a été la plongée dans l'eau froide sans avoir eu la possibilité de mettre le pied, la cheville, le mollet, de mouiller la nuque, quoi. Non, vraiment ça. Donc j'ai fait un peu une hydrocution où, voilà. Bon, j'ai tenu, hein, et puis j'ai tenu à l'énergie parce que c'était vraiment des affaires extraordinaires. Quand on parle de l'affaire Tapie, ça remonte à 25 ans. Moi, j'ai participé à la défaisance du Crédit Lyonnais, qui est l'époque où Bernard Tapie revend Adidas, et le Crédit Lyonnais fait tout ça. Évidemment, c'était des dossiers phénoménaux d'intérêt, d'impact financier. Et ça, c'est des choses qui vous attiraient. Ah ouais, c'est vraiment... c'est top. J'ai néanmoins appris une chose, c'est qu'on peut avoir un dossier qui porte sur 10 milliards de francs, c'était des francs à l'époque, et que ce soit le dossier le plus ennuyeux du monde. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, parfois, je m'éclate intellectuellement comme c'est pas possible sur un dossier à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, l'intérêt intellectuel et la créativité des solutions, ça n'a pas grand-chose à voir avec les enjeux en cause. La différence étant que dans un dossier à 10 milliards, évidemment, si vous passez 25 heures à inventer un truc,
on ne va pas vous demander des comptes. Si vous avez un dossier pour un client qui vous demande de sécuriser un logiciel qui lui a coûté 50 000 euros à développer et que vous lui présentez une facture à 30 000 euros en lui disant « j'ai la solution de génie », ça passe pas bien du tout. Donc, il y a une forme de réalisme économique. Bref, pour revenir au parcours au bout de 2 ans, 2 phénomènes en même temps. D'abord, le ras-le-bol, là, l'idée... je n'arrivais pas à me projeter dans le parcours 7 ans collaborateur, donc 2 ans junior, 2 ans senior, machin, counsel, à l'époque ça n'existait pas, mais partner à 33 ans, si les autres associés voulaient bien de vous, etc. Et en même temps, j'avais 30 ans, quoi, à peu près, l'idée que une personne s'épanouit dans une vie de famille. Je n'avais pas encore rencontré mon épouse, mais je ne me voyais pas du tout avoir une vie de famille équilibrée et raisonnable à Paris. On doit y parvenir, mais moi je ne le visualisais pas du tout. Je pense que quand on vit à 30 km à l'ouest de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, ça peut probablement. Quand on vit dans des conditions financières très privilégiées, sûrement, mais... en tout cas, voilà, vous n'arriviez pas à le projeter. Non. Et j'ai un problème, c'est qu'il faut que je voie la mer une fois par semaine. Je suis né à Bordeaux. Mon premier souvenir conscient, c'est le phare de Biarritz sur les volets de la maison de mes grands-parents. Je suis né à Biarritz au bord de l'eau. Je mourrai au bord de l'eau. Atlantique. Ailleurs, c'est pas la mer. C'est une doctrine, je sais, elle est stupide, mais c'est comme ça. Moi, il me faut des vagues. Il me faut des embruns, il me faut mon Pays Basque ou des endroits en Bretagne qui m'y font penser. Voilà. Donc comment vous avez fait ces années à Paris pour voir la mer une fois par semaine ? Je prenais le TGV une fois tous les 15 jours. Ouais. Et je vivais pendant 2 jours. Et vous alliez où ? Saint-Malo, la côte autour de Saint-Malo jusqu'à Dinard, Cinca, qui est magnifique, Carnac, et Biarritz, puisque j'avais les moyens d'y descendre assez régulièrement. Donc là, vous preniez un grand bol d'embrun, et un jour, pendant ce grand bol d'embrun, vous vous êtes dit bon. Alors, il y a eu aussi un moment où... alors ça s'est combiné avec le fait que je rencontre ma future épouse. Donc vous étiez encore chez Clifford à ce moment-là ? Ouais, et je crois que j'ai démissionné de chez Clifford la semaine où je l'ai rencontrée. Waouh. Il n'y a pas de hasard dans la vie, parce que de toute façon, elle m'a dit plus tard, assez rapidement, de toute façon, je ne t'aurais jamais suivi à Paris. Voilà. Ça tombe bien. Parfait. Ce dont on déduit que ce n'est pas une Parisienne. Exactement. Et à l'époque, donc je faisais du conseil juridique, j'avais fait 3 exercices de plaidoirie à l'école. Mais vous aviez décidé quand même de quitter le cabinet avant de la rencontrer ? Vraiment, quand je vous dis c'est dans la même semaine, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. On en a parlé régulièrement. Je ne sais pas dire, mais les deux... Les planètes se sont un peu alignées. Non, pas en tout cas, vous étiez mûr pour déposer cette... Et j'ai commencé à téléphoner à des amis travaillant à Rennes, dans le conseil juridique droit des sociétés. Donc, objectif, je pars de Paris, c'est pas juste... je rentre change de type de structure. Dans my hometown, ma ville non pas de naissance, parce que je suis arrivé à Rennes à l'âge de 7 ans, mais je veux rentrer à Rennes. Et je téléphone à tous les copains qui ont fait le DJCE, et là, j'ai un discours qui me scotche. Chez Clifford, j'avais énormément d'autonomie. C'est très étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est des pyramides inhumaines. Pas du tout. L'équipe autour de moi, à l'époque, Henri Lazarski, Catherine Astorver, m'avaient donné énormément de responsabilités très tôt. J'en avais été très marqué. Donc, négocier en direct des morceaux de contrat, pas tout le contrat, mais après un an d'expérience professionnelle, avec un type qui vous téléphone d'Australie, si vous voulez, ça va, on se sent responsabilisé. Et je téléphone aux copains qui me disent, alors tu vois, nous ça fait 1 an, et donc on est passé de la rédaction du procès-verbal de conseil d'administration à la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale. L'an prochain, on va faire un traité de fusion. L'année d'après, une cession. L'année d'après, une garantie de passif. Et au bout de 6 ans, on aura le droit de voir le bout du nez d'un client une fois qu'on aura signé
l'acquisition des parts sociales du vieil associé. Parce qu'à l'époque, dans les cabinets de conseil juridique, c'était juste après la fusion, les associés protégeaient énormément leur clientèle et les jeunes en formation, les juniors, les avocats, ne voyaient pas le bout du nez d'un client pour pas que le client parte avec le jeune posant sa plaque. Et alors là, j'ai fait une comparaison très rapide et j'ai dit, mais attendez, je me suis éclaté quand même pendant 2 ans. C'est pas l'enfer, hein. J'ai employé cette expression, j'en ai bavé au début, mais je me suis vraiment éclaté comme une bête pendant 2 ans, avec énormément de responsabilités, énormément de dossiers super, vraiment le thrill, l'excitation. Et là, on me propose un poste de tabellion du 19e siècle à écrire avec une plume d'oie, quoi. Je leur dis, mais quand vous faites des PV de conseil d'administration, ah ben on prend un papier, je vous jure, hein, un papier et un crayon, et on écrit le numéro de RCS en haut à gauche. J'avais vu tourner des ordinateurs. Moi, si je me suis spécialisé en informatique assez vite après, c'est que tout petit déjà, j'ai redoublé ma première parce que j'ai programmé un logiciel qui conjuguait tous les verbes en espagnol à tous les modes et tous les temps. Donc je leur ai dit, mais j'étais le premier à avoir un ordinateur à la fac de droit de Rennes. Je leur ai dit, mais, pardon, vous voulez rire? Ils écrivaient au crayon à papier du premier au dernier mot. Et ensuite, c'était tapé à la machine par des assistantes. On n'est pas en train de parler de 1927. Hein. Et donc, ça, c'est le feedback de vos confrères à Rennes. Et donc, je décide de devenir judiciaire. Changement total de pied, puisque j'avais fait 3 exercices de plaidoirie à l'école d'avocat en tout et pour tout. Quoi. Et ça a été dur de prendre cette décision? Pas du tout. Non. Très curieux. Parce que vous aviez l'air assez passionné par le droit de la société mais complètement. Et la matière. Mais moi, l'exercer... Donc là, ça a vraiment été la condition d'exercice qui a primé. Je veux rentrer à Rennes parce que j'ai besoin de la mer. Parce que moi, le Trocadéro, tout ça, en fait, voilà. Il y a mon épouse, ma future épouse, la femme que j'aime. Et donc, je veux rentrer à Rennes. Le cadre de vie d'abord. Je vais continuer le métier d'avocat, mais quand même, là, ce qu'on me propose dans ce que je fais, ça va pas le faire. Ça va pas du tout. Donc, je vais faire autrement, quitte à me former à quelque chose de complètement nouveau. Oui. Et pour la petite histoire, à la fin de mon école d'avocat, j'ai été convoqué dans un cabinet à Rennes. Convoqué. Hein. On m'a dit, tu vas voir Maître Olive, comme le fruit, parce qu'il recrute. J'ai dit, mais je ne suis pas du tout intéressé. À l'époque, je m'interrogeais sur une thèse, pas de thèse. J'y suis allé, on m'a fait une proposition. J'ai dit, mais merci, mais moi, je ne suis pas candidat. Et 2 ans plus tard, il y a une place au sein de ce cabinet-là. Et donc, j'avale tout mon orgueil et je les appelle en leur disant, vous vous souvenez, il y a 2 ans, c'est moi qui vous ai dit, zut, on ne peut pas dire autre chose, mais il paraît que vous cherchez quelqu'un. Et j'y rentre. Mais c'est super. Ouais. Après un entretien... Ça veut dire que vous avez eu donc une meilleure expérience que Guillaume Arrigui, qui est un jeune collaborateur de chez EY que j'ai interviewé, et qui, lui, quand il a cherché sa première collaboration, a envoyé un CV à un cabinet auquel il avait envoyé plusieurs fois son CV comme stagiaire, et qui, par le hasard, fait que à chaque fois qu'il lui avait fait une proposition de stage, il avait déjà eu une proposition ailleurs qu'il avait déjà acceptée. Donc, on est vraiment dans des problématiques de timing. Quand il les a contactés pour une collaboration, ils lui ont dit, non, vous avez refusé 2 fois un stage, on va quand même pas vous prendre en collaboration. Donc, vous, ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt bien. Ouais. Avec un entretien de recrutement qui a duré un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on m'annonce que je vais faire un tiers de mon activité en droit public. Je réponds que c'est bien gentil, mais que moi, j'ai fait à peu près les 25 heures de droit administratif de 2e année et que je sais même pas la différence entre un recours pour excès de pouvoir et puis un recours de plein contentieux. Et mon patron, très confiant, me dit, quand on est juriste, on est juriste. Donc, j'y commence. J'apprends énormément, je fais que du judiciaire. Donc là... Et ça vous plaît? Ouais. La bagarre à la barre. J'aime. Donc vous avez découvert et aimé sur le tas. J'avais pas tout à fait découvert parce que les quelques exercices de plaidoirie que j'avais fait à l'école d'avocat, j'avais fait un peu de théâtre au collège et au lycée. Et oui, il y a une forme de représentation théâtrale. Les avocats les plus lucides le disent. Avoir une diction, travailler quelques éléments comme ça, c'est important. Et lors des exercices de plaidoirie, en plus, en fac, je prenais la parole de temps en temps en amphi, je suis une tête de mule. Hein, donc, encore une fois, vous étiez au journal de la fac de droit de Rennes. Bon, ouais, voilà. Donc, tout ça est cohérent.
prendre la parole en public m'a toujours plus excité, même si c'est stressant, que paralysé. Voilà. J'ai eu des stress paralysants, même dans des plaidoiries, mais il n'y a rien de plus jouissif que de passer au-delà de ce stress. Donc, pendant l'école d'avocat, je fais 5 exercices de plaidoirie, quand tout est pour tout. Je m'éclate, je trouve ça génial. Mais je décide de devenir conseiller juridique, classique, apporter la robe une fois par an, même pas, c'est-à-dire j'en ai emprunté une pour prêter serment, quoi. Et donc 2 ans plus tard, j'en achète une, et je me mets à faire un dossier, une plaidoirie au tribunal de commerce, puis le lendemain une au conseil de prud'homme, et puis après au tribunal administratif. Je m'éclate, mais j'ai un petit problème. C'est que je suis passé d'une organisation très efficace du travail, parfois un peu trop, c'est-à-dire que quand les feuilles de temps étaient en retard chez Clifford, on se faisait gronder, à une version de l'artisanat d'art. C'est-à-dire que les dossiers sont en papier, il y a des ordinateurs, mais pas sur les bureaux des avocats, les provisions d'honoraires qu'on demande sont à la tête du client, les délais sont notés dans des calendriers papier qui dégueulent de post-it, on se fait des coups de stress parce qu'on a perdu un dossier papier qui s'est glissé entre 2 dossiers papier. Non, mais moi j'ai très très mal dormi pendant 2 ans, 3 ans. À tel point que quand j'ai changé au bout de 3 ans, mon épouse, celle qui est devenue mon épouse depuis, elle m'a dit « Tiens, tu as arrêté de grincer des dents, j'ai grincé des dents de stress pendant 3 ans. » Pour ces problèmes d'organisation. Mais c'était infernal. Et j'avais un patron absolument adorable, très intuitif, très fort, très courageux, très combatif. Il avait plaidé aux assises et tout. Mais alors très artiste en termes de gestion de délai et de choses comme ça. Or, moi, j'avais besoin d'être cadré, car l'énorme différence, c'est que vous passez d'un métier où vous gérez un dossier à la fois, chez Clifford, on vous donne un dossier, on vous dit on va acheter cette entreprise dans 6 semaines, c'est le closing, à un métier où on vous demande de gérer en parallèle 600 dossiers. J'avais un de mes associés, il était 4 associés, qui avaient 600 dossiers en cours. Il faut une organisation d'usine industrielle pour gérer ça. Il faut avoir des dossiers, il faut avoir des papiers, ça peut se faire en mode papier, mais alors avec l'informatique, avec les délais, avec tout ça, c'était formidable. Et il se trouve qu'au bout de 2 ans, j'ai une expertise informatique, et que je passe une journée à entendre des gens raconter n'importe quoi, et qu'à la fin de la journée, je prends la parole, et que pendant 10 minutes, je leur dis, attendez, vous êtes en train d'expliquer qu'un serveur fonctionne comme ça, c'est même pas vrai, parce que le disque dur, il a fait comme ci, comme ça, et je vois l'expert judiciaire qui me regarde, et qui se dit, tiens, il s'y connaît un peu. J'ai toujours adoré l'informatique. Bref, je fais cette expertise judiciaire, je discute avec l'expert judiciaire à la fin, qui me dit, mais vous y connaissez 2-3 choses. Je dis oui. Je rentre à mon cabinet, j'explique à mon patron, mais c'est ce que je veux faire. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont des contrats informatiques à faire. Je pense qu'il y a des procès en informatique à faire. Mon patron de l'époque n'y croit pas. Et je suis rappelé par mon premier maître de stage, Bruno Cressard, qui me dit « Je me présente au bâtonnat, 38 ans, le plus jeune bâtonnier élu du Grand Ouest de tous les temps. Veux-tu être mon collaborateur bras droit ?» Donc j'avais 5 ans d'expérience. Et vous étiez à Rennes. Et j'étais à Rennes. Alors que... Non, lui, il était à Rennes aussi. Rennes a toujours été le 10e barreau de France, à peu près. Entre 9 et 12e, on va dire. Bruno se présente au bâtonnat, il est élu, et je l'aide pendant 2 ans. Alors, je suis désolée, on fait une pause, oui. Mais j'ai quand même une question. Donc vous êtes dans ce cabinet, vous adorez ce que vous faites, mais ça vous bouffe, cette organisation chaotique et assez pas moderne en tout cas. Est-ce que y a eu une possibilité que vous proposiez des choses, des nouveaux process? Est-ce que, je sais pas, il y avait des ouvertures vers ça ou pas du tout? Même vous, à titre personnel, pour vos dossiers? Je ne l'ai pas fait avec suffisamment de diplomatie. Je vais le dire comme ça. Il y avait 2 personnes à convaincre, 2 types de personnes à convaincre. Il y avait les personnes les plus importantes dans un cabinet d'avocats, les assistantes, et puis il y avait les associés.
J'ai suggéré 2 ou 3 choses aux associés qui m'ont dit, écoute mon petit gars, quand tu auras 40 ans que tu seras associé, tu pourras dire. Et j'ai proposé des choses aussi aux 4 ou 5 assistantes. Et j'ai sûrement froissé des susceptibilités parce qu'elles m'ont dit, écoutez Bernard, c'est bien gentil, mais les ordinateurs, c'est notre métier. Il y avait un monde où il y avait le pool de secrétariat avec les ordinateurs et les avocats amenaient des bandes de dictaphone, mais ne touchaient jamais à l'ordinateur. Donc il y avait un peu cette idée-là. On parle aujourd'hui, on a écrit dans le rapport avec Camille Aéry, Éléonore Anzo et Sophie Chalon-Belval qu'il fallait développer la formation soft skills, au travail en équipe, etc. À l'époque, il n'y avait rien. Voilà. Donc j'ai proposé, on m'a dit gentiment de circuler, il n'y aura rien à voir. Donc je suppose que ça a aussi un peu préparé le terrain de, je ne vais pas m'éterniser ici parce que... Et en plus, donc quand Bruno Cressard me propose de devenir son collaborateur, lui, il est à l'écoute. Il a fait lui aussi l'IAE de Rennes, l'IGR, l'Institut de gestion. Il a un ordinateur sur son bureau depuis toujours. Il fait de la gestion de son cabinet avec son associé Jean Boissel-Dubourg, que j'avais eu comme assistant de télé à la fac, qui est un grand monsieur aussi. Et progressivement, je prends ma place avec un autre collaborateur. À la fin de son bâtonnat, tout naturellement, à 33 ans, on nous propose à nous les 2 jeunes de nous associer. Ça se passe vachement bien. Et là, on a fait un truc qui est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est qu'on est rentré dans une démarche de management par la qualité. C'est-à-dire pas une certification qualité, parce que ça c'est ennuyeux au possible, c'est emmerdant, c'est tout ce qu'on veut, mais management par la qualité. Et on a eu un monsieur qui est venu nous voir et qui nous a dit, écoute, c'est pas compliqué, une fois par an, vous allez sortir du cabinet pendant une journée, vous allez écrire ce que vous voulez faire dans l'année, puis vous allez indiquer des unités de mesure, et puis chaque mois, vous allez vérifier que vous vous améliorez. Donc à l'époque, par exemple, on n'avait pas de convention de mission dans les dossiers. On interroge nos clients, on n'en a pas interrogé beaucoup parce qu'on s'est pris 10 engueulades. Les 10 premiers clients nous ont dit, vous êtes bien gentil, vous êtes compétent, vous êtes dévoué, vous êtes tout... On ne sait jamais combien vous coûtez. Alors on a dit, on va faire des conventions de mission. Et on a décidé, la première année, de se concentrer sur un objectif. Et au bout d'un an, on était hyper contents parce qu'on était persuadés d'avoir tous systématisé la convention de mission. On vérifie et on est passé de 12 à 14%. Vous imaginez la descente ? On est persuadé qu'on a totalement changé nos habitudes, qu'on a écouté nos clients, et on est passé, alors quand je dis de 12 à 14%, quand on ouvre 50 dossiers, il y en a 5, 8, 10 maximum qui ont la convention de mission. Mais pourquoi ? Le changement des habitudes. Parce que Maître Mage Pro dans les années 50, il faisait comme ça. On envoyait des factures aux clients, et c'est le client qui disait merci. Bon. On change vraiment, on fait bouger nos pratiques. Alors à l'époque, je me suis spécialisé progressivement en informatique, pas en propriété intellectuelle, en droit de l'informatique. Ça veut dire que, ça aussi, Bruno Cressard et Jean Boissel-Dubourg m'ont fait confiance, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, tu vas prendre tous les dossiers au cabinet qui ont un rapport avec du droit de l'informatique. Donc ça, c'était vos associés ? Ouais. Avant même que je sois associé, c'est-à-dire qu'en tant que collaborateur, à titre temporaire, j'étais là pour les 2 ans du bâtonnat de Bruno. Bruno et Jean ont pris les 3, 4, 5 dossiers et m'ont dit, voilà, tu vas appeler les clients, c'est toi qui vas gérer, c'est toi qui sais ce que c'est qu'un serveur par rapport à un ordinateur, etc. Ce qui suppose qu'ils savaient. Ils ouais. savaient. Oui, ils avaient... Vous leur en aviez parlé ? Oui, ça faisait partie du... Je leur avais dit, moi, au moment du recrutement ? Ouais, au moment du recrutement, en 2000 ou 99 ou 2000, 99, et je sais pourquoi 99, c'est parce que la première opération à laquelle on a été confronté, c'est le bug de l'an 2000, c'est-à-dire la grande peur que tous les ordinateurs se mettent à déconner le 31 décembre 99 à 24 heures. On s'en souvient pas, mais il y a eu une vraie peur millénariste avec du travail dans les entreprises informatiques comme pas possible, pour changer tous les codes dans les ordinateurs, tous les codes sources, parce qu'on craignait que la machine tombe en rade le 1er janvier à 0h, 0 minute, quoi.
Donc ça, on est en 2000, on rentre dans ce processus qualité, et à l'époque, je me spécialise en informatique. Il n'existe qu'un seul bouquin de droit de l'informatique, mais je suis dans un cabinet qui a une connexion Internet. Eh ben, c'est comme ça, puisque je parlais couramment anglais, que je me suis formé. 3 ans plus tard, la spécialité, alors à l'époque on parlait de champ de compétences en droit de l'informatique, est inventée par le Conseil national des barreaux. Je fais le forcing pour le passer, et je suis le premier à l'obtenir en France en 2004. C'est-à-dire qu'il y en avait d'autres, Alain Bensoussan par exemple, mais il était spécialiste en propriété intellectuelle, au sens large. Là c'était le nouveau champ de compétences droit de l'informatique. Donc j'ai l'aspect. Et pendant ce temps-là, donc on est toujours 4 associés, on se développe gentiment, plutôt bien, c'est sympa. Donc vos initiatives mises en place pour le management par la qualité se développent. Oui. Il y a eu cette histoire de lettre de mission, je suppose que vous avez fait des progrès par la suite. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? On a fait le premier site internet de cabinet d'avocats dans le Grand Ouest de la France. On a été les premiers à avoir une adresse mail individuelle. On ne se rend pas compte, mais à l'époque, le contact du client avec le cabinet d'avocats, c'était d'écrire une lettre en papier. Les plus modernes, c'était d'envoyer un fax, qui était d'abord traité par l'assistante, qui l'amenait religieusement sur le bureau de l'avocat. Là, un client parle directement à un avocat. Et vous avez vu un effet tout de suite sur le développement de la clientèle ? Oui. Donc finalement, dans une clientèle principalement d'affaires. Oui, mais donc finalement, ça veut dire que vous étiez donc 2 jeunes qui êtes montés au fur et à mesure. Avec 2 vieux, entre guillemets. Avec 2 vieux, mais que vous avez pu 2 trentenaires et 2 cadres. Oui, mais que vous avez d'autant plus convaincre à multiplier les initiatives que vous voyez. L'énergie venait d'eux. Ah, l'énergie venait d'eux. L'énergie venait d'eux. Donc on a dématérialisé nos agendas en 2000 ou 2001. On a été les premiers à tout noter sur des ordinateurs. Quand on sait l'importance que pour l'avocat judiciaire ça a, cet outil papier dans lequel on note les délais, avec le cauchemar absolu de péter un délai de procédure, ça a été aussi un changement énorme. Les adresses mail individuelles, le site internet, et puis chaque année sur le site internet, on disait notre point de progrès cette année, c'est quoi ? C'est la convention de mission, c'est vous promettre une garantie de réactivité, par exemple. Et on disait, si vous nous écrivez avec un nouveau dossier, par mail ou quoi que ce soit, on vous répond en moins de 4 heures. Ça voulait dire au client, je vous respecte, et en plus, si vous téléphonez en disant, oulala, il y a le feu chez nous, on vous répond vite. Ce que font tous les avocats, hein. Sauf qu'on a été les seuls à le dire. Voilà. On a été parmi les premiers. Il y en a eu d'autres partout, mais voilà. Donc quand même, ce que je retiens, c'est que vous étiez dans un cabinet avec qui vous étiez parfaitement aligné en termes de vision, comment est-ce qu'on va exercer, et de qu'est-ce qu'on va faire, et du fait que vous vouliez vous voir comme une entreprise et pas comme un... Voilà. Absolument. Avec cette démarche de management par la qualité, les points d'amélioration, les trucs, les machins. Un vrai esprit d'équipe aussi avec le reste de l'équipe, c'est-à-dire les collaborateurs libéraux qui rentrent progressivement, les assistantes qu'on associe à toutes les étapes, qui nous font des suggestions et on les envoie pas paître en leur disant Josiane, occupe-toi du café et de tout ça, ce qui est encore l'attitude dans la majorité des cabinets d'avocats, il faut le dire. Et puis des personnalités complémentaires, 2 audacieux un peu foufous, 2 aventuriers raisonnables. Voilà. Bruno Cressard et moi, on veut tout changer tout de suite. Les 2 autres disent oui, on va changer, mais et on change. Chaque année, on s'améliore, on déménage, on change complètement, c'est-à-dire on passe de locaux très classiques de cabinet d'avocats à des bureaux vitrés de 400 mètres carrés, très cabinet de consulting, ce genre de choses. Et à l'époque, en interrogeant nos clients, ils nous disent, nous, ce qu'on veut, c'est un guichet unique. C'est-à-dire du droit des sociétés, du droit fiscal, du judiciaire et tout. Du conseil du contentieux, mais dans tous les besoins de l'entreprise et du chef d'entreprise, donc y compris le patrimoine, et le droit de la famille, et les aspects succession. Comment ? Faut le service. Faut le service. On se rapproche d'un cabinet de conseil.
On fait tout bien comme il faut, puisqu'on cohabite pendant 1 an et demi avant de se marier. On prépare tous les papiers, et alors là, on allait constituer un full service de taille moyenne. On aurait été 7 associés, vous voyez, plus 7 collaborateurs, plus 25 personnes au total. C'est déjà assez gros oui, c'est pour déjà, la province. Voilà, Enfin, à l'époque, oui, étant bien précisé que, en France, de manière globale, j'ai beaucoup étudié ce sujet à l'époque, il y a à Lyon, depuis toujours, des cabinets très structurés, l'AMI Lexel, Delsol, Lexcase aujourd'hui, etc. Et 2 exemples en province, et seulement 2, qui étaient à Angers, le nom du fondateur m'échappe à l'instant, mais ils avaient été très sympas, et à Nantes, le cabinet Cornet-Vincent Ségurel, constitué entre un grand cabinet de conseil et un grand cabinet judiciaire, au début des années 90. On avait l'idée de faire un cabinet installé seulement à Rennes, 25 personnes, 25-30 personnes, ce qui était déjà pas mal. Et 15 jours avant la signature du traité de fusion, il y a un 3e cabinet qui frappe à la porte et qui nous dit « Ah, mais moi j'ai aussi une implantation à Brest, à Lorient, à Nantes, donc on devenait tout de suite régional, et on passait à 60 personnes. On a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que si des gens étaient venus nous voir, on leur aurait dit « C'est très beau, attention, vous changez totalement d'échelle, prenez du temps », on n'a pas pris le temps. On a constitué un super objet, qui s'appelle toujours Avoxa, qui s'est recomposé depuis, mais sans travailler. Ce qui est le plus important dans une entreprise, y compris une entreprise de service, c'est 2 choses. D'abord, les 5 valeurs. Il faut choisir. Si on privilégie le développement ou le travail de qualité, quel est le segment de clientèle qu'on vise, etc., etc. Comment on veut faire monter les jeunes collaborateurs. Le plan d'association, c'est hyper important pour se pérenniser. Et puis surtout, on n'avait pas fait le choix entre les 2 grands modèles de rémunération. J'en suis parti au bout de 4 ans, j'étais le premier à partir et je suis parti en promettant de ne jamais dire du mal. Je peux néanmoins dire d'où venait le problème. C'était Koh-Lanta. Il y avait les jaunes et les rouges. Il y a 2 modèles dans les cabinets d'avocats, comme dans les cabinets de services du type Accenture et autres. Il y a le cabinet Eat What You Kill. C'est-à-dire qu'on partage des locaux, on partage la cafetière et le photocopieur, on fait du marketing en commun, hein, on fait croire qu'on est ensemble. Mais la réalité, c'est que je touche sur mon chiffre d'affaires, et si mon voisin au bout du couloir a une activité qui est moins rentable, elle est moins rentable. Hein, voilà. Et puis il doit être d'ailleurs très content de partager avec moi le drapeau, la marque commune. C'est un modèle qui est présent dans beaucoup de cabinets anglo-saxons, où on fait une compta analytique de chaque avocat. Et il y a l'autre modèle, là aussi j'avais beaucoup lu dans la littérature américaine, parce qu'en France il n'y avait quasiment rien, et l'autre modèle c'est la société d'exercice, où grosso modo on dit tout le monde est payé la même chose, en fonction un peu de l'ancienneté, c'est-à-dire qu'il y a un lockstep, les jeunes associés touchent un peu moins, mais très rapidement rejoignent les vieux associés, et alors, la conséquence, c'est qu'on exige à peu près le même travail de la part de tout le monde. Et évidemment, vous avez une prime. C'est-à-dire que celui qui facture 1 million va gagner un peu plus que celui qui facture 500 000. Mais on considère que si on garde celui qui fait 500 000, c'est peut-être parce qu'il a une activité qui est moins intrinsèquement rentable, mais qui est importante au bout du couloir de pouvoir dire j'ai quelqu'un qui fait telle activité ou telle activité. On n'a jamais su choisir. J'en ai parlé 2 ou 3 fois en Assemblée Générale. Je n'ai pas été écouté. Pourtant, j'avais une position, à l'époque, on avait fait une opération extraordinaire, on avait fusionné 3 systèmes d'information, 3 bases de données, on avait implanté un nouveau logiciel métier dans un cabinet d'avocats, on a fait une super opération informatique, j'allais dire. Mais en termes de management, il y avait un vice. Je l'ai dit, on m'a pas écouté, je suis parti. Et je suis parti de manière très, très paisible, alors que souvent, la séparation dans les cabinets d'avocats, il y a du sang sur les murs. Mais moi, j'ai fait le tour de mes associés, j'ai dit je suis désolé, je suis plus bien là. Et donc, je m'en vais. Il y avait un problème de cohésion de projet, quoi. Voilà. Je sais que dans d'autres
interviews où j'utilisais l'expression être aligné. Moi, j'étais pas du tout aligné là. Il y avait, et vraiment, entre la tête, le cœur et les tripes, ça me rendait malade. Mais malade au sens quasi, enfin pas quasi, médical. J'avais été moteur, je pense pouvoir dire que j'étais un des cofondateurs du truc, un des porteurs. Alors, on était 20 associés, donc j'ai pas la prétention d'avoir fait. J'ai porté ma pierre à l'édifice, on a fait un système d'information unifié, ce qui existait quasiment nulle part. Et je leur dis, mais attendez, on se bagarre, on est tout le temps en tension et tout, parce qu'on n'est pas aligné. On n'a pas choisi, je suis parti. Donc j'ai créé ma petite boutique. Alors là... Donc là, une nouvelle aventure complètement, parce que pour le coup, vous n'aviez jamais été à votre compte. Alors, j'ai fait à peu près tous les statuts dans la profession d'avocat. C'est-à-dire que j'étais salarié, collaborateur libéral, associé d'une ARPI, associé d'une ESCP, associé d'une ESCP soumise à l'IS, associé de CELARL et associé de CELAFA. Ça, je pense que ça donne des cauchemars à tous les jeunes avocats qui ont passé la déontologie. Ah oui, voilà, oui, parce que c'est la partie sur les structures de cabinet d'avocats, c'est la partie l'horreur. terrible du DML. Mais bon, mais j'ai été, surtout le plus important, j'ai été collaborateur libéral et collaborateur salarié à une époque où le salarié existait beaucoup dans les anciens cabinets d'anciens conseillers juridiques. Donc je crée mon cabinet en 2011 sur la vague des startups, puisque je fais beaucoup de droit de l'informatique, un peu de droit de la propriété intellectuelle. Donc vous voyez comment travailler vos clients, quoi. Ouais. 60 à 70% de conseils, 20-30% de contentieux, sachant que dans le contentieux, il y a le contentieux extrême, c'est-à-dire on va jusqu'au tribunal, et on fait de plus en plus, déjà à l'époque, de conciliation, de médiation, de transactions vraiment travaillées. Je ne parle pas de la transaction signée la veille de l'audience, mais par exemple, remettre un projet informatique sur les rails entre un prestataire qui dit « je ne suis pas assez payé » et un client qui dit « je ne suis pas satisfait de tout ce que vous m'avez vendu pour 1 million d'euros », on sait faire, on remet avec des outils du type gestion de projet, comité de pilotage, etc. Je crée... Mais attendez, ces outils, vous les avez appris où ? Dans la littérature anglo-saxonne principalement. Donc vraiment, ce que je comprends, c'est que tout au long de votre exercice, vous étiez très connecté au management. Au management, oui. Ça a été une vraie préoccupation dès le départ. Oui, et puis il y a eu une appétence, un goût. C'est-à-dire que j'ai fait l'Institut de gestion de Rennes, dont il faut rappeler que c'est le premier IAE de France, créé il y a 60 ans, pour copier le modèle des MBA. Parce que les MBA, quand ils ont été importés en France, c'est pas les subdeco, hein. C'est pas les subdeco, c'est pas les HEC et les ESSEC. Les HEC et les ESSEC, c'est les écoles de formation des chambres de commerce et d'industrie. Quand le modèle des MBA, qui est formation management et recherche de haut niveau, ça a été implanté en France, c'est à Rennes que ça a été créé par une dame qui s'appelle Jeanne Crière, il y a 60 ans, et qui a dit il faut former des thésards à la gestion. Non mais dans les années 50, un truc de fou, quoi. Bref, donc j'avais fait... Donc voilà, donc depuis le début de votre carrière, c'est une problématique qui vous intéresse. Absolument. Et donc vous avez toujours suivi ça. Oui, alors comme Monsieur Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire que j'ai lu un bouquin sur la gestion de projet, donc je sais ce que c'est qu'un comité de pilotage. Bon, mais ne serait-ce que... c'est quand même une sensibilité, c'est quand même des idées qui viennent, c'est quand même un vocabulaire auquel on est confronté. Avec l'idée aussi de tester. Tiens, si on faisait comme ça, c'est pas comme on faisait avant. Donc en 2011, je crée le cabinet. À l'époque, je partage des locaux avec une amie qui fait du droit des sociétés, mais moi j'ai une intuition qui est de dire, je veux me différencier des autres acteurs locaux régionaux, je ne vais pas faire comme tout le monde du droit des sociétés et un peu de start-up, je vais faire que pour les start-up. Avec un calcul, donc à l'époque, mon cabinet s'appelle Lamont et Associés. Quelle originalité, quand même. Avec un calcul qui est qu'il y aura une forte mortalité dans les startups. Néanmoins, on va les accompagner bien et tout. Et celles qui resteront et qui deviendront des scale-up, qui se développeront, elles resteront avec nous. Et c'était un pari sur la pureté de l'âme humaine. Et Pascal, philosophiquement, a déjà démontré que c'est une erreur. Parce qu'en fait, on s'est positionné comme si on vendait des Logan en voiture. La Logan, c'est une très bonne bagnole. Elle coûte 15 ou 17 000 euros. Pour 17 000 euros, vous avez une voiture formidable,
parce qu'elle n'a pas beaucoup d'électronique, elle est sur une plateforme industrielle hyper éprouvée, et c'est un chameau en termes de consommation. Alors, elle est assez moche, encore que, ils ont un peu amélioré les choses. Et donc, on a travaillé pour des startups à des prix vraiment serrés, en leur donnant des choses plutôt de qualité. Et le calcul s'est révélé exact, il y en a 30% qui meurent au bout d'un an, il y en a 30% qui vivotent, qui n'ont plus besoin de vous, et il y en a 20%, 30% qui réussissent. Mais quand à 25 ans, vous avez eu les moyens de vous acheter une Logan, et qu'à 35 ans, vous avez les moyens de vous acheter une Audi A6, vous ne rachetez pas une Logan. Ils sont tous partis. On a eu ce qu'on appelle dans les armées une attrition, c'est-à-dire la perte de la clientèle, alors qui s'est renouvelée, qui a totalement changé. Ce pari économique, il n'a pas été tenu. Et comment vous avez vécu ça ? Pas bien, mais c'est la vie. C'est-à-dire que c'est en termes de... Moi, ça m'intéresse. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de stratégie d'entreprise, le problème, c'est qu'au quotidien, on est le nez dans le guidon. Donc, pour percevoir ce genre de phénomène, il faut mesurer les choses. Donc, il faut reprendre votre liste de clients d'il y a 3 ans, et puis cocher ceux qui sont morts, ceux qui sont... voilà. Et on le fait, il faut absolument se contraindre à le faire. Et ça, vous ne le faisiez pas au début ? Si, mais non. On mettait le nez sur le guidon avec des indicateurs de gestion qui sont t'as facturé combien ce mois-ci, etc. Ça fonctionnait bien. Simplement, ce pari du levier, c'est-à-dire de devenir l'avocat de Blablacar, enfin pour parler clair, j'en parle parce que j'ai failli devenir leur avocat. Oui, et puis quand ça peut être une ambition. Quand ils sont passés d'une association, je veux, moi ce que je voulais, c'est aider les barbares à changer le monde. Ils s'appellent entre eux-mêmes les barbares. Depuis Rennes. Alors, question très intéressante. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire avec un bureau à Paris. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, mon activité, elle est à 90% à partir de Paris. C'est-à-dire que Rennes est mon back-office, si j'ose dire. Je travaille et je vis ici, et je suis à Paris 1 jour ou 2 par semaine. Dans la réalité des choses, mes clients sont à 90% des boîtes de toute la France. Quand une société de Grenoble, de Lyon ou autre cherche un avocat spécialiste en informatique, son sens naturel est d'aller vers Paris, si elle ne veut pas faire appel à un acteur local. Et souvent, elle applique le bon vieux principe de François Villon, le poète, pas l'ancien Premier ministre, c'est il n'est de Bombec que de Paris. Spécialiste égale 8e arrondissement. C'est comme ça. On peut se battre contre les moulins à vent. C'est une représentation, c'est comme ça. Donc, dès Lamont et Associés, vous avez eu un bureau secondaire ? Ah oui, même avant. Mais avant, entre guillemets, il servait de base logistique. C'est-à-dire que quand on avait un rendez-vous à Paris, on ouvrait la salle de réunion qui sentait un peu la naphtaline. À partir de Lamont et Associés, je vis dans le TGV, quoi. Rennes, à l'époque, était à 2h30 de Paris. Aujourd'hui, c'est 1h25. Ça change totalement les choses. Donc on a Lamont et Associés qui réussit gentiment, mais on n'arrive pas à choper, les scale-up, les sociétés vraiment intéressantes. Alors, il y a des exceptions, mais voilà. Et il y a 4 ou 5 ans, avec toute l'équipe, on reprend... Alors donc c'est un gros mot. 5-6 ans plus tard, quoi. Au bout de 3-4 ans, oui. 3-4 ans. Ouais. D'abord, je suis très heurté par un client qui visite mes locaux et qui me dit « Ah, je pensais que tu étais tout seul. » On avait appelé le cabinet Lamont et Associés avec un S, on était 8. Le type pensait que j'étais tout seul et que c'était juste une façade, une enseigne. Sauf que le type en question, c'était un gros chef d'entreprise, et je me dis « Mais il y a un loupé de communication monstrueux. » La réalité, c'est que on est vu quand on s'appelle Dupont et Dupont comme un cabinet de niche. Et je me repose la question et je dis à toute l'équipe, on va sortir du cabinet, on va tout mettre sur répondeur et on va passer une demi-journée à définir ce qu'on souhaite. Je suis chef d'entreprise, j'associe tout le monde et on tombe d'accord sur le fait que si on veut développer notre activité envers les startups, on a des méthodes de travail et de la compétence qui plaît bien aussi à des très grandes entreprises. Faut pas s'appeler Lamont et Associés, quoi. Bon. Et
On adopte Nouveau Monde Avocat. Pourquoi Nouveau Monde? C'est 2 ans avant Emmanuel Macron. Hein. Que les choses soient claires, c'est lui qui me doit une licence, une redevance. Mais je n'avais même pas pensé à Emmanuel Macron. C'est vraiment une question. À l'origine, le Nouveau Monde, c'est les États-Unis. C'est Christophe Colomb qui vogue, qui va vers l'aventure, et à qui la moitié de l'humanité dit tu vas tomber, parce que la Terre est plate. Ou tu vas... Et il part totalement à l'aventure. Et puis c'est le Nouveau Monde de la chronique de Jérôme Colombin sur France Info, c'est-à-dire l'IT, c'est-à-dire la data, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une radio. Vous pouvez faire une radio quoi, avec un podcast. C'est hallucinant. Ouais, moi aussi, je trouve ça Non, mais ça ouvre des perspectives absolument extraordinaires. Je dépose la marque #Nouveau Monde, l'INPI nous téléphone en disant vous êtes les premiers à utiliser un hashtag dans une marque. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais à quelques mois après, on est les premiers à déposer une marque avec un hashtag, parce qu'à l'époque, Twitter est utilisé par 20 000 personnes en France. Hein. Donc en fait, c'est #Nouveau Monde. Non, j'avais déposé #Nouveau Monde à titre de marque, et on passe le cap et on s'appelle Nouveau Monde Avocat. On crée une charte graphique, donc avec la barre du M qui dessine un peu la courbure du soleil, et puis on dit avocat en droit du numérique et de l'innovation. C'est-à-dire qu'on va au-delà du tiroir juridique qui est propriété intellectuelle et technologie de l'information. On met Rennes et Paris, parce qu'on est aux 2 endroits. Vous vous êtes fait accompagner pour tout ça? Non, je me suis fait accompagner quand j'ai créé Lamont et Associés, madame. Et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher parce que j'ai payé quelqu'un et que cette marque ne voulait rien dire. Comme on accompagne au quotidien des agences de com, des agences web et des choses comme ça, on s'est dit on va le faire avec nos petits doigts, avec nos petits bras musclés. Ouais. On a pris des bouquins, on est allé sur Internet, on a créé notre marque en faisant appel à des services de crowdsourcing, c'est-à-dire que on fait travailler des gens sur la planète entière. Je crois que le graphiste qui nous a fait Nouveau Monde Avocat, c'est quelqu'un qui a travaillé à partir de la Tunisie pour nous, ou de l'Australie. Voilà, on est dans un monde global connecté. On a refait le site internet et on a commencé à se dire on va beaucoup communiquer sur Twitter, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, on fait 60% de conseils purs, 20% de pré-contentieux, c'est-à-dire des boîtes notamment qui ont commandé des logiciels qui marchent pas bien, et 20% de contentieux purs, notamment de la contrefaçon de logiciels, avec ce qui arrive parfois une fois dans la vie d'un avocat. Je vais à la Cour de justice de l'Union européenne en septembre pour une question préjudicielle sur le droit du logiciel. Et vous vous sentez comment, cette perspective? Ah, c'est le pied. Ah, c'est le pied. En fait, c'est un dossier qui m'a fait cauchemarder pendant 3 ans. J'ai eu la pire des solutions par le tribunal de grande instance de Paris il y a 3 ans de ça, puisqu'il ne m'a pas dit « vous avez perdu le match, Maître Lamont », mais il m'a dit « vous n'avez pas le droit de jouer le match ». Il a déclaré mon action irrecevable. J'agis pour quelqu'un qui fait une action en contrefaçon de logiciel, et le tribunal dit « ah, mais en fait, vous dites que le contrat de licence a été violé ». Bah oui. Je dis, donc c'est une contrefaçon. Et le tribunal me répond, non, c'est une inexécution contractuelle. Vous n'êtes pas devant le bon juge. Irrecevable. Une tendance de la jurisprudence depuis 3-4 ans. Avant, c'était communément admis que quand je signe un contrat de licence avec Microsoft pour 50 utilisateurs et qu'il y en a 500, c'est une contrefaçon. Et il y a 4-5 ans, il y a quelqu'un qui a dit, non, en fait, c'est pas de la contrefaçon, c'est de l'inexécution contractuelle. Je suis tombé en plein milieu de ce mouvement jurisprudentiel. Mon client est embêté, et moi donc, on va devant la cour d'appel, et comme c'est un problème d'interprétation de droit européen, je pose une question à la cour d'appel, en disant, attendez, c'est le bazar total là, faites une question préjudicielle. Faites une question préjudicielle, s'il vous plaît. Une audience extraordinaire, parce que quand on est rentré, j'avais dit à mon client, on a 5% de probabilité de gagner, et en sortant, il m'a dit, un petit peu plus de 50%. Et puis, voilà. Donc la CJUE va répondre. Il y a une audience en septembre. On va voir. Voilà. Donc c'est contribuer à
à l'avancement du droit du logiciel, de l'informatique, du big data, qui est hyper... ça, c'est un aspect hyper intéressant de ce métier, c'est que on n'est pas si nombreux, en fait, à en faire. Beaucoup de gens qui disent en faire. Mais la réalité... Comme dans beaucoup de secteurs voilà. dans le droit. Hein. La réalité, c'est que les gens que j'ai en face de moi au moment des négociations des contrats informatiques ou des contentieux informatiques, il y en a 10. Voilà. Alors, il y en a sûrement que je ne vois pas parce que je ne suis pas sur les contrats internationaux portant sur plusieurs milliards, mais j'ai des dossiers à plusieurs millions. Et j'ai toujours les mêmes. J'entends parler toujours les mêmes. Et il y a des gens qui prétendent en faire. Et ils sont bien classés dans les classements. Hein. Ah ouais, ça. Ah oui. Donc ça a contribué peut-être, sûrement finalement, puisque la CGE va se prononcer au droit, à la création du droit, c'est quelque chose qui vous satisfait. Pour en revenir à nouveau monde avocat, je me demandais, puisque donc vous êtes quand même un passionné de nouvelles technologies, vous avez centré votre activité là-dessus, je suppose que vous n'êtes pas du genre à passer à côté de la vague Legal Tech qui déferle sur le pays et sur la profession? Alors ça a commencé assez tôt parce qu'en fait en 2013, j'ai écrit un petit livre blanc sur le nouveau monde, le nouveau normal, les impacts de tout ça. En fait pendant l'été j'ai lu un bouquin de Richard Susskind, qui est un peu le gourou des legal tech en Grande-Bretagne. Et puis, j'ai pris son bouquin, et au bout de quelques pages, je me suis dit, mais c'est un peu pareil en France, c'est un peu différent en France, et tout ça. Et en rentrant des vacances, j'ai pris ma dictée vocale, et j'ai dicté 10 pages sur Word, qui étaient un peu pour mettre mes idées au clair. La rentrée des classes, fin août, début septembre, c'est un moment avant qu'on parte dans le rush, où c'est bien de se poser pendant quelques heures. Et puis je me suis dit, mais je l'ai fait pour moi, pourquoi ne pas le partager? Parce que je ne disais rien d'énorme, je disais le marché était en train de devenir un marché acheteur, c'est-à-dire que c'est les gens maintenant qui décident, les entreprises et les particuliers, c'est pas les avocats qui sont les maîtres du monde, la technologie, voilà, la déréglementation et la globalisation. Alors en double interligne, ça fait tout de suite 40 pages. Et je le pose sur le village de la justice en disant, si ça vous intéresse, voilà. Et c'est téléchargé 7000 fois. Parce qu'à l'époque, il n'y a rien. Et que tous les avocats sentent bien qu'il y a ça frémit, quoi. Enfin, tous les avocats. Il y en a qui n'ont toujours pas senti que ça frémissait. Donc, je sais pas, mais... Je ne suis pas d'accord. Ça y est. Tout le monde sait que ça frémit. Après, ça peut inquiéter. On peut y aller, ne pas y aller, etc. Il y a des tensions contradictoires, il y a des conservatismes partout. Mais c'est 2013-2014 où... Voilà. Et ça vous fait quoi, ces 7000 téléchargements? La certitude qu'il se passe quelque chose... Alors, faut pas se leurrer, hein. Il y a des gens qui l'ont téléchargé, qui ont parcouru, qui ont dit c'est du bonnet, c'est oui, pas... mais quand même, ça veut dire qu'il y a 7000 personnes... Oui, il y a un besoin de comprendre le monde qui va. Quand j'ai prêté serment en 1993, quand on observait un avocat pour une journée, 50 ans avant, l'avocat avait la même journée. Sauf que son dictaphone était un peu plus gros, que à la place du fax c'était du téléx, et que voilà. Quand on observe la journée d'un avocat aujourd'hui, elle est déjà vachement différente de la journée de l'avocat d'il y a 15 ans. Et on peut faire un pari... Alors les futurologues, c'est toujours... Mais que dans 10 à 15 ans, ça sera encore plus changé qu'aujourd'hui. En plus, moi, ce que j'ai fait dans mon petit livre blanc, je n'ai pas du tout fait le Jacques Attali qui est on va tous mourir, catastrophique. J'ai dit juste, il y a un mouvement de globalisation qui est à l'œuvre. On a aujourd'hui des outils informatiques qui permettent de travailler à partir de Madagascar. Il y a des cabinets d'experts comptables qui travaillent avec 2 personnes en France et 25 personnes à Madagascar. Et donc vous, comment est-ce que ça a inspiré pour Nouveau Monde votre manière de travailler? Je pourrais vous montrer nos postes de travail, hein, c'est le plus révélateur. On installe de la dictée vocale, on a 2 écrans, on est très dématérialisé, pas totalement, parce que le papier a aussi des avantages, notamment quand on veut relire un document un peu touffu. On a nos outils de gestion, nos outils de recherche qui sont
très dématérialisé. Derrière vous, vous avez un écran connecté. Si j'ouvre mon ordinateur portable, ça va tout de suite se projeter. On travaille de manière collaborative avec des outils du type Teams avec nos clients. C'est-à-dire qu'on n'envoie plus un contrat V1 que le client il va mettre des marques de révision, ça va faire la V2, puis après la V3, puis je l'envoie à l'autre partie, puis V5, et au bout de la V8, c'est noyé sous des nuages de... Donc c'est un espace de partagé, de travail partagé. Un espace partagé, équivalent d'un Google Docs, mais beaucoup plus sécurisé, et voilà. Et puis dans ce parcours des Legal Tech, ou de l'appétence à l'impact du numérique sur la profession, il y a 2 ans et demi, Camille Aéry m'a donné la chance de participer aux travaux avec lui pour rendre le rapport, qui est connu, dans lequel on fait le point sur les enjeux de diversité, de parité, de formation professionnelle et de numérique. Voilà. J'ai encore appris des tas de choses. Moi, je pense que la journée d'un honnête homme au sens neutre du genre, c'est de se coucher en ayant appris un truc. J'ai appris de manière absolument considérable dans ces travaux-là. Depuis, j'ai fait quelques mois plus tard un hackathon à Genève, ce qu'on appelle un bootcamp, c'est-à-dire on prend un projet et en 24 heures, on se le fait déchirer en pièces. Vous avez pris quoi comme projet ? Une plateforme de mise en relation d'avocats, comme il y en a 120 à peu près sur le marché, mais avec une particularité calquée sur un service qui existe en matière médicale, et avec le plus intéressant, le fait que nous étions 50 groupes de participants, 50 groupes de 3 ou 4, et que tous les autres étaient des non-avocats. Il n'y a rien de pire que les avocats qui se regardent le nombril et qui se parlent entre avocats. On a créé un incubateur au barreau de Rennes. Il y a plein d'incubateurs partout. Je pense qu'un incubateur n'a la légitimité d'exister qu'à partir du moment où dans ses statuts, il y a marqué « Cet incubateur a vocation à recevoir des avocats, des élèves avocats, des juristes d'entreprise, des juristes de cabinet d'avocats, des office managers, des secrétaires, des développeurs, des marketeurs, des gens qui ne sont pas avocats. » Or, une grande partie de ces incubateurs sont faits pour des avocats, par des avocats, que pour des avocats. C'est un problème. C'est de la confrontation des idées, des expériences. Moi, quand je discute pendant 1 heure avec un développeur informatique, il m'ouvre des perspectives absolument... Donc absolument vous, c'est vos clients Oui. Ouais. J'ai des clients... Vos sources d'inspiration. Dans l'informatique, j'ai des clients de 2 ordres. J'ai des prestataires d'innovation, donc des développeurs informatiques, des boîtes de consulting, des éditeurs de logiciels ou de solutions SaaS diverses et variées, et puis les utilisateurs. Les plus innovants sont souvent dans les entreprises utilisatrices. C'est assez paradoxal, mais je pense que l'innovation dans les entreprises n'est que rarement apportée de l'extérieur. Qu'en fait, l'innovation est un processus interne consistant à remettre sur la table ce qu'on fait, comment on le fait, comment on offre aux clients, et à se poser des questions les plus stupides possibles. Et pour en revenir au hackathon, ce projet ? Il n'a pas vu le jour par manque de temps. Il n'a pas vu le jour parce que il a une problématique d'ordre déontologique qui, selon moi, est résolue, n'en est pas une. Néanmoins, je l'ai présenté à plusieurs porteurs de projets ou plusieurs business angels, etc. Et systématiquement, après une période de maturation, la sanction est tombée. C'est trop innovant. Alors, je ne désespère pas. Je vais partir en vacances me reposer pendant 3 semaines, et peut-être qu'au retour, je déciderai, zut, je vais le faire tout seul. Voilà, donc, on verra. Malgré le fait qu'il existe déjà plusieurs plateformes, etc., c'est quand même quelque chose sur lequel vous avez envie de continuer de plancher. Évidemment, car il y a dans tout phénomène, alors qu'on appelle trop rapidement ubérisation, mais quand on parle d'Uber pour les services de transport à la personne, les VTC, mais la réalité c'est qu'il y a plein de services qui peuvent cohabiter. Alors on dit the winner takes all, le gagnant emporte tout.
C'est pas vrai. Il peut y avoir des services un peu particuliers, un peu différenciants. Quelqu'un qui dit moi je veux pas mettre en relation 100 000 personnes par jour, mais seulement 3, mais dans tel ou tel domaine. Puis il y a un autre élément sur lequel on a beaucoup travaillé depuis 2 ans au cabinet, c'est qu'on est en train de mettre au point alors j'appelle ça une solution de gestion, en tout cas un ensemble d'outils à destination des cabinets d'avocats qui veulent repenser leur mode de fonctionnement. À l'heure actuelle, c'est encore, je décroche le téléphone à 9h, j'ai des nouveaux clients qui appellent, etc. Je pense que dans le fil des offres très très innovantes qu'on a eues à l'époque par le cabinet 1134 par exemple, qui était très très étonnant. Alors les fondateurs se sont séparés, mais l'idée vraiment étonnante était là. Il y a moyen d'aborder ou de toucher des gens qui ne sont pas consommateurs. L'ubérisation, ça arrive toujours de la même façon, c'est quand on trouve un moyen de répondre à un besoin, mais d'une manière très différente. Uber, au début, n'a pas pris un seul client de taxi parisien. Je mets au défi qui que ce soit de démontrer que Uber a pris un seul client de taxi parisien. Le chiffre d'affaires des taxis parisiens n'a pas baissé. Le patron de la G7 a fait des procès, on a créé même une loi de protection des taxis. Les gens qui ont fait appel et qui utilisent Uber étaient des non-consommateurs de taxi. Je le sais, j'en étais un. J'en avais ras-le-bol. J'en avais marre de monter dans un taxi, d'être accueilli par quelqu'un une fois sur deux de mal aimable, et une fois sur deux me prenant pour un bouseux de province en disant « on passe par la porte Maillot ou par la porte Dauphine ?» Non mais c'est bon, j'ai compris. Donc par rapport à vous, donc par rapport à vos outils et l'ubérisation dans votre secteur, est-ce que vous racontiez par rapport à l'outil de gestion que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler? Quel est votre mais je voulais revenir au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on fait des études scientifiques, il y en a très peu en France. Il y a eu quelques sondages, mais enfin, quand vous regardez qui est derrière, qui est le commanditaire du sondage, vous trouvez souvent la réponse avant que la question ne soit posée. Hein. Voilà, c'est qui commande l'étude aux États-Unis. L'étude du secteur juridique, notamment l'étude managériale du secteur juridique, est vraiment travaillée, parce que c'est un secteur qui représente 5% du PIB américain, ou 4% du... Voilà. Ça a été très bien illustré, notamment par Thierry Vickers, qui a publié il y a quelques années un bouquin qui s'appelle « La grande transformation des avocats », et qui base ses travaux sur de la lecture de papiers universitaires de très haut niveau aux États-Unis. Quand 100 questions juridiques sont posées, 80 fois sur 100, ces questions juridiques ne sont pas résolues par l'intermédiaire d'un avocat. Question juridique étant, j'ai raté mon TGV, puis-je avoir un remboursement? C'est une question juridique, c'est le contrat qui s'applique. J'ai un problème pour la garde d'un enfant, évidemment c'est juridique. Puis-je changer la chaudière ou faire installer aux frais de mon propriétaire un bloc clim? C'est 80% des questions qui se posent ne sont pas résolues par des avocats. Il y a 1 an, 2 ans, je crois, j'ai participé au prix de l'innovation du village de la justice. Il y avait un candidat qui nous avait dit « Savez-vous quel est le forum de discussion le plus utilisé pour des questions juridiques ?» C'est Doctissimo. On n'a pas créé le Doctissimo du droit. Et c'est ce que vous voulez faire? Non. Ce n'est pas mon métier. J'en ai fait... c'est une forme de deuil, mais il ne faut pas exagérer. Je fréquente suffisamment de gens qui gèrent des entreprises et qui sont passés par tous les stades. Moi, j'ai connu des gens qui aujourd'hui ont 300 salariés, qui font X millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont commencé à 4 dans un appartement à manger des spaghettis. Hein. Mais je les connais en vrai, ça existe. Les gens de Blablacar, ils ont commencé comme ça. C'est un vrai métier. Et c'est un full-time. C'est un full-time, c'est un job à temps plein. Et vous n'avez pas eu la tentation? Parce que vous avez l'air passionné quand même par ce sujet. Donc, oui. Et ça a été une fourche? Comment? Ça a été une fourche? Ça a été un croisement de voies? À un moment, vous vous êtes dit, tiens, et si
je lâchais la robe pour l'entrepreneuriat à mais 100%, non? Ah non, 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 non. Non, mais c'est une question. C'est vrai, elle est excellente. De... Mais vous mettez le doigt sur le sujet. Je porte la robe et je suis un chef d'entreprise. J'affirme que je suis un chef d'entreprise. J'ai eu la discussion il y a quelques mois avec quelqu'un qui est très respectable. Il a 50 salariés. Et il me dit, vous les avocats, vous n'êtes pas des chefs d'entreprise. Ah, je dis, ah bon, c'est quoi ton métier? Ah, ils vendent des vérins. Ils vendent des vérins industriels. Ils en vendent pour des millions d'euros chaque année. Je lui dis, tu fais des fiches de paye? Ah oui. Tu gères une trésorerie? Oui. Tu fais du marketing? Oui. Tu fais du recrutement? Oui. Tu as une réglementation, parce que les vérins, ils ne peuvent pas être de telle taille. Oui. Et je lui ai sorti 10 questions comme ça, et je lui ai dit, mais moi j'étais DG de la holding d'Avoxa, on avait 120 bulletins de salaire. Je ne suis pas un chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, je suis à la tête d'une micro-niche, d'une TPE. On est 5, les choses peuvent changer demain, on verra, voilà. Mais est-ce que je vais changer de secteur d'activité en étant chef d'entreprise? Enfin, passer le cap et jeter ma robe ou la mettre dans la naphtaline? Non. Je sais que certains l'ont fait. Il y a Jean-Marc Valentin, par exemple. Vous l'avez interrogé? Oui, j'ai interviewé. J'ai beaucoup de respect pour son parcours. C'est top. Je ne suis pas mieux pour ça. Je ne suis pas mieux. Ce métier, au sens où j'ouvre des dossiers, je réponds à des clients, m'apporte d'énormes satisfactions. Donc pour moi, les legal tech, c'est un hobby. Il y a des gens qui viennent me voir, notamment parce que j'ai une manière d'aborder la déontologie qui est assez différente, on va dire. À l'école des avocats de Paris, là, on me demande d'intervenir sur la déontologie de l'avocat connecté, c'est une façon de me demander d'intervenir sur la déontologie dépoussiérée. Voilà, de la déontologie moderne. Aux États-Unis, c'est un vrai sujet d'étude, c'est-à-dire que c'est une branche du droit, comme il y a le droit de la propriété intellectuelle, etc. Il y a déjà des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans le domaine. Pour structurer le cabinet d'avocats, on en revient au cauchemar que constitue l'ARPI, la SCP, la CELARL et tout. Et on n'a vraiment pas encore accueilli dans les facs de droit le droit des déontologies comme une matière propre. Il y a un bouquin coécrit par Didier Truchet, l'autre, son co-auteur, le nom m'échappe, qui s'appelle Le droit des déontologies, qui est hyper intéressant pour avoir une vision un peu en hauteur de ce que sont les déontologies, avec un seul point qui manque dans ce bouquin-là, c'est une vision comparatiste. Et parce que ce que je comprends quand même, c'est que vous dédiez une grosse part de votre activité à de la recherche et développement. Enfin, moi, ce que j'appelle de la recherche et développement, c'est-à-dire que vous passez quand même beaucoup de temps à être perméable à ce qui se fait, que ce soit dans votre secteur d'un point de vue technique, que ce soit dans votre secteur d'un point de vue déontologique, dans l'économie. Enfin, vous avez vraiment cette perméabilité. J'ai l'impression que vous y passez un réel temps de curiosité, de lecture, d'ouverture. Enfin, c'est du travail, tout ça, c'est du temps. Oui. Vous sauriez quantifier? Alors dans une semaine, par exemple. Alors, ce que ça représente. Je vous donne un exemple. En timesheet. Je suis membre de l'Association pour le progrès du management depuis 10 ans. Un jour par mois, j'ai une formation par un formateur sur des sujets touchant au management d'entreprise. Donc déjà, dans ma formation, j'ai 10 à 12 journées par an exclusivement là-dessus. Je n'ai pas de timesheet. Je pense que la timesheet en tant qu'outil d'auto-analyse, c'est un super outil. Je pense que c'est une catastrophe pour les avocats. C'est une catastrophe car c'est désincitatif à l'innovation, c'est incitatif à la paresse et à la tricherie. Si je sais résoudre en un quart d'heure un problème à 1 million d'euros par un client, je n'ai aucune motivation pour le résoudre en un quart d'heure. Tout est dit dans cette phrase. Quand on est spécialisé, ça m'était arrivé la semaine dernière. J'ai eu, à 2 jours d'intervalle, 2 entreprises qui m'ont appelé avec exactement le même problème. Si je fais du taux horaire, je passe 12 heures à résoudre le premier problème
et 2 minutes pour l'entreprise suivante, puisque je vais faire CTRL F remplacer le nom du prestataire et le nom de l'entreprise cliente, et à la fin, j'arrive à la même conclusion, il faut faire ceci, il faut faire une lettre recommandée, que ceci, que cela. Non, je forfaitise. Donc je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Mais à la louche. Dans mon rôle de chef d'entreprise, c'est-à-dire pas d'avocat qui traite avec des clients ou qui produit du droit, du temps où j'avais encore des fiches de temps personnelles et que je remplissais très rigoureusement, c'était la moitié de mon temps. C'était la moitié de mon temps. Donc ça, c'est votre rôle de gestionnaire. Vous intégrez là-dedans les RH, R&D. Vous intégrez là-dedans la R&D, d'accord. Gestion, réflexion sur la prod, partage de connaissances au sein du cabinet, et puis la veille, parce que en fait, ce qui se passe dans le monde autour de nous, nos clients sont les premiers à nous dire mais pourquoi vous faites pas ci ou pourquoi vous faites pas ça, quoi. Non, mais je voulais l'objectiver parce que je l'ai senti tout le long de l'interview, mais je voulais l'objectiver. 1 jour et demi à 2 jours sur 5. Voilà. Alors il y a des cabinets, pour parler clair, dans certains modèles économiques où on dit aux avocats, c'est pas vous qui rentrez abandonner tout espoir, comme dans l'enfer de Dante, je crois, mais c'est vous qui rentrez, laissez votre sac à dos de problème, on va faire le marketing pour vous. Et vous allez être dans des conditions idéales. Donc le matin, vous allez arriver, vous aurez votre pile de dossiers à droite, et le soir, quand vous partirez, vous aurez les piles de dossiers à gauche, et entre-temps, on va vous demander de noter votre temps passé. Ce sont des usines de métropolis. C'est Charlie Chaplin, les temps modernes. C'est-à-dire qu'on a dans ces grandes organisations, grands cabinets américains notamment, on a segmenté les tâches, c'est le taylorisme, et on super spécialise l'avocat pour qu'il facture 600 € de l'heure, le Magic Circle, etc. En revanche, ou en contrepartie, ou dans l'équation en tout cas, on lui dit mais tu vas facturer 2 millions d'euros par an, parce qu'à 2000 heures par an, fois 500 balles de l'heure, non, on arrive à 1 million d'euros, mais avec une équipe et un effet de levier, voilà, on arrive à ça. En revanche, le marketing, c'est nous qui faisons. Non, mais je vous pose cette question parce que hier, je discutais avec 2 personnes, bref, peu importe, et on parlait de ça, et on parlait du non-sens absolu que sont ces cabinets où, globalement, on ne peut pas terminer sa journée sans avoir rentré ces 7 heures de facturation. Oui. Et on disait, mais en fait, du coup, à quel moment, enfin, si c'est 7 heures, 5 jours par semaine, à quel moment est-ce que l'avocat réfléchit, mais on réfléchit, prend de la hauteur, est curieux et du coup est innovant. Mais, d'autant plus voilà, que c'est 7 heures par jour facturables. Mais la réalité, c'est que si on le tient honnêtement, pour 7 heures facturables, il faut rajouter 1 heure de formation continue. Et c'est pas jeune ou pas jeune, hein. Et alors après, il y a le paradoxe ou le dilemme du collaborateur libéral à qui on dit bien sûr tu peux faire tes dossiers perso quand tu veux, mais après 22 heures. Et le week-end. Et le week-end. Et ça incite, et notamment dans le droit public, on le voit, ça incite à la triche. Parce que quand un client a une question simple dont vous connaissez la réponse, vous êtes motivé pour lui dire, vous êtes incité. Après, il y a des saints laïcs, hein, il y a des saints sur terre, des gens qui vous disent mais non, moi jamais, etc. Il faut les croire. Mais quand vous avez une question simple qui vous est posée à 9h du matin, moi, comme je facture pas au taux horaire, à 9h10, le client il a sa réponse. Quand on est facturé au taux horaire, on dit envoyez-moi le mail, je vais vous répondre. On fait un copier-coller du LexisNexis, hein, ou voilà, on rajoute 3 jurisprudence et à la fin, vous pouvez y aller. Et on a facturé 3 heures, on y a passé 10 minutes. Non mais, il y a des cabinets où il devrait y avoir un contrôle. Si ce contrôle existait, on arriverait, c'est mon bouquin qui m'a fait rêver aussi, c'est le bouquin de John Grisham, La Firme. Tout est basé, à la fin, le truc, le rebondissement, c'est sur le double et le triple billing. Il y a un vrai sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai un ami collaborateur qui m'a dit mais moi je vois pas pourquoi est-ce que je ferais en 1 heure quelque chose qui est tout à fait toléré que je le fasse en 3 heures.
Mais voilà. Donc la paresse est incitée. Et en plus, dans un contexte de présentéisme où si je pars avant 20h, c'est mal vu. Donc, absolument. je veux dire, moi, je vais pas. Pour en revenir à votre parcours, quand vous regardez un peu derrière, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement ? Je me remettrai à coder plus tôt. C'est-à-dire que j'ai su très bien. Non, j'ai su coder, j'ai appris à développer de manière informatiquement. Je n'ai plus l'agilité. Alors c'est Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX et compagnie, qui dit que lui-même, à partir de 40 ans, il a un peu de mal à jongler entre les activités. Lui, il a des créneaux horaires d'1 heure où il fait de l'ingénierie, du truc, du machin, du bidule. J'aimerais bien retrouver cette agilité pour pouvoir coder, développer des petites blagues pour retrouver un peu mon âme d'enfant ou d'adolescent. Mais ça, c'est pas du tout impossible que ça soit pas mon travail de cet été. Après, dans mon parcours professionnel, j'ai pas tellement de regrets. J'ai le sentiment d'avoir, en contribuant au rapport avec Camille Aéry, Éléonore Anzo et Sophie Chaland-Belleval, à avoir contribué autant que possible au progrès de notre profession. Voilà, je m'exprime. Il y a quelques jours, j'ai co-signé une tribune dans Le Point sur l'open data des décisions de justice, parce qu'il me semble que on a pris une décision collectivement au Conseil national des barreaux qui est erronée. J'ai essayé de le dire avec délicatesse, de marquer mon opposition. C'est une profession où on a le droit de parler, on a le droit de dire on n'est pas d'accord avec le Conseil d'ordre de ceci, de cela. Voilà. Bon, j'ai pas de grands regrets. Peut-être de ne pas avoir échoué assez vite à certains moments. Je ne sais plus quelle est la citation, mais c'est... de toute façon, quand on tente des trucs, on peut se gourer. On peut échouer. Il y a une expression dans le monde des startups, c'est fail fast. C'est trompe-toi très très vite, ou gourre-toi, ou échoue très 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 vite. Donc, faut garder de la vitesse, de l'appétence, de la curiosité pour le monde tel qu'il vient. En plus, en étant modestement un acteur de l'état de droit, d'un monde qui change. J'ai regardé ces derniers jours le documentaire sur... rendez-vous compte des mots que je vais prononcer. J'ai regardé en télé à la demande un documentaire sur Cambridge Analytica. Des mots qui, si je les avais alignés il y a 4 ans, n'auraient rien dit à personne. L'état de droit, ça passe par la maîtrise des datas, des algorithmes, des logiciels, qui sont les choses les plus extraordinaires que l'esprit humain a inventées. De tout temps, vraiment de tout temps. Il y a l'écriture et ça, quoi, grosso modo, c'est-à-dire la représentation symbolique de la pensée par une série de caractères. Et puis, il y a les algos. Je suis un modeste acteur de l'état de droit dans ce truc-là. Alors, je fais pas de droit pénal, je fais pas du droit des droits de l'homme numérique, on va dire, mais j'apporte ma contribution là-dedans. Et un rêve, là, pour les années qui viennent ? À titre personnel ? Personnel, professionnel. Professionnel. Non, mais alors à titre privé, ça, les deux vont un peu ensemble. Je garde. Alors oui, une combinaison encore plus fluide de la vie privée et de la vie professionnelle. Je travaille beaucoup, mais je suis pas non plus un Superman. C'est-à-dire que moi, au-delà de 10 heures par jour de travail tendu, enfin de travail intensif, je ne suis plus capable de rien. Je n'ai jamais attendu d'un collaborateur qui travaille. C'est déjà beaucoup, 10 heures de travail intensif, oui. D'un point de vue neurologique. Oui, quand on est vraiment au taquet, quand je dis 10 heures, c'est 10 heures de présence pendant lesquelles, si vous êtes à 80-90% pendant 4-5 heures, c'est déjà vachement bien. Ouais. Merci de le dire. Merci de cette honnêteté. Il y a peu de personnes qui... Après, vous avez toujours des supermen. Moi, j'ai commencé dans un cabinet où il y a un garçon qui est Alexandre Lagari, que j'admire, qui a une capacité naturelle à dormir 3h30 par nuit. Je n'en fais pas partie. C'est-à-dire qu'à 8 heures de sommeil, je suis un gentil garçon. 7 heures, je commence à être un peu irrité. Et 6 heures, faut pas me parler, quoi. Bon, donc j'en ai pris conscience. Pas très vite, mais j'en ai pris conscience.
un de mes souhaits, c'est de mettre en place une méthode de travail où j'apporte le meilleur à mes clients, d'où je tire un revenu confortable, et plus si jamais c'est possible, mais ça, on verra, nous ne sommes que des prestataires de services. Donc, un meilleur équilibre, une plus grande fluidité entre vie perso et vie pro, apporter le meilleur service à mes clients, avoir des clients contents. La seule chose qui compte, c'est à la fin d'une mission, d'un contrat, est-ce que vous en avez eu pour votre argent? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous va? Oui, bon, d'accord. Est-ce que ça vous a permis de réaliser vos projets? Oui, bon, bah, d'accord, mission accomplie. Et troisièmement, dans ce contexte-là, tirer encore et toujours le meilleur parti des outils techno qui ne sont qu'au début d'eux. Je ne dis pas qu'on sera tous remplacés par l'intelligence artificielle dans 6 mois, parce que ayant vu passer depuis 20 ans à peu près une mode par an, hein, le SaaS, qui s'appelait avant l'ASP, le cloud, le truc, je sais que l'adoption par les personnes, par les organisations, par les entreprises, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on pense. On fait des choses énormes à propos de la blockchain, du bitcoin et compagnie. On verra. Pourtant, je suis un fanat de techno. Bah oui, la preuve, vous avez un petit musée de technologie dans, Ouais. cette salle de réunion, dans lequel on peut voir des vieux téléphones. Alors, des vieux téléphones, un Palm 3 qui a été le premier agenda portable connectable avec un ordinateur, un Pac-Man parce qu'on fait du jeu vidéo aussi. On a un vieux téléphone crypté, on a un des premiers TomTom qui est le GPS. J'ai un Minitel pour signifier ce que ça signifie. Un vieux Rolodex parce que je ne savais pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil dans lequel on glissait les cartes de visite par ordre alphabétique. Ça, c'est pour signifier les bases de données. Et puis une balle de tennis Roland-Garros Babola parce que, alors celle-là, je suis très content et très fier de l'avoir obtenue. C'est une balle promotionnelle, quoi. C'est un goodie de Roland-Garros. En fait, je donnais une formation à Paris sur le droit de l'informatique, et il se trouve que la décision fondatrice du droit du logiciel en France, c'est une décision de 1986 qui s'appelle Babola. Or, au cours de cette formation, on était dans un hôtel dans lequel l'hôtel accueillait des joueurs de Roland-Garros et il y avait des balles de tennis. Et j'ai réussi à obtenir avec un grand sourire cette balle de tennis, donc qui est le symbole de l'arrêt fondateur du droit du logiciel. Peut-être que j'en ramènerai l'équivalent du Luxembourg dans quelques mois, on verra ça. Mais ça sera pas aussi important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un vieux disque dur de quelques gigaoctets, un disque dur de serveur, une enveloppe solo, un logiciel antivirus parce qu'on travaille dans la cybersécurité. Alors des gadgets, on a un téléphone, console de jeu, télécommande à distance, enfin des outils improbables parce que pour 100 outils qui sont lancés, il y a un iPhone qui réussit. Hein. C'est vraiment ça. Et ça vous fait quoi de voir ces objets? Ça bouge, c'est-à-dire que ce qui était au top du top, la première fois que j'ai sorti un BlackBerry en salle d'audience et que j'ai dit au juge attendez, je vais regarder mon agenda pour la date de renvoi, c'était il y a seulement 10 ans. Et ça, le fait que ça bouge, ça vous fait quoi? Ah, c'est génial. C'est absolument extraordinaire. Enfin, tout le monde tout est à découvrir, tout est à faire. Demain sera pas comme aujourd'hui. Moi, je m'ennuierais, mais à mourir. Je ne sais plus quel est cet avocat, Georges Kiechman, je crois, ancien ministre de la Justice, qui un jour de déprime avait dit, donc après avoir été ministre de la Justice, il est redevenu avocat de talent. Et un jour, je pense, de déprime, il avait répondu à un journaliste que ce métier commençait à l'ennuyer, alors il avait déjà 60 ans, hein, parce que il s'agit toujours d'ouvrir un dossier, de recevoir un client, de répondre. Moi, même si le droit se stabilisait, ce qui ne sera jamais le cas dans mon domaine, ça ne sera jamais le cas. De toute façon, les outils sur lesquels on travaille seront toujours évolutifs, toujours différents. Donc ça m'éclate, j'apprends des choses différentes chaque jour. C'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. Quelle est votre dernière joie? Je vais mettre de côté les joies privées, les joies voilà, parce que
ça n'a pas vocation à se partager autour de ce micro. Ah, c'est bien difficile, c'est probablement une très belle opération, mais qui est couverte par un accord de confidentialité, où j'ai accompagné un opérateur économique, on va dire, de taille moyenne, une belle PME, négociée avec une grande entreprise. Et au bout de 5 minutes, mais 5 minutes de réunion, nous nous sommes levés et nous sommes partis. Et c'était un coup de bluff que nous avions monté entre nous, parce que nous nous attendions à leur accueil. Et cet accueil était morgueux, il était arrogant. Il était du genre, bon, asseyez-vous, on va discuter. On leur a dit non, on ne va pas faire comme ça, vous allez nous rappeler si vous êtes décidés à discuter. Rien ne m'insupporte plus que l'arrogance. Et je pense que le seigneur absolu, c'est quelqu'un, le grand bonhomme, la grande bonne femme, c'est quelqu'un qui réussit à allier un talent, beaucoup de travail, parce que le talent, 90% de transpiration, je crois, et un peu de modestie, quoi. Un peu de modestie. Donc voilà, parce que la grande joie, c'est que j'ai défendu les intérêts de cette boîte et que ça s'est bien terminé. Après, au quotidien, un client qui reçoit une consultation et qui me dit ah là là, c'est clair. Oh là là, vous n'êtes pas dans le balancement circonspect. Vous savez, le peut-être bank oui, peut-être bank non, le thèse, antithèse. C'est la consultation qui se termine en disant vous êtes bien dans la merde, on va vous en sortir, ça va pas vous coûter trop cher, on va faire comme ci, comme ça, et à la fin on fermera la boîte comme ça. Et 3 mois plus tard, on se retourne et on se dit ah, c'est réussi. Puis les plaidoiries éclatantes. Je n'en fais plus beaucoup, plus assez, parce que ça demande d'ailleurs une forme de gymnastique. Le combat, j'aime bien une bonne frite, quitte à aller à l'incident à l'audience. Toujours courtois, mais très très ferme. Il y a quelques années, je fais très peu de pénal, mais j'étais intervenu dans un dossier pénal, et j'ai repris un avocat général, un procureur devant la chambre de l'instruction, et je lui passais un savon comme si c'était un adolescent irrespectueux. Il est devenu tout blême et le président a beaucoup ri. On est plutôt boxe anglaise, rugby. Voilà. Mon grand-père était international de rugby. C'est un sport de voyous joué par des gentlemen, quoi. On se frite, quoi. Voilà. Quelle est votre source d'inspiration actuelle ? Je ne sais pas si vous laisserez le blanc dans la diffusion. C'est une grande banalité, mais très proche. Et que portez-vous sous votre robe ? Généralement un costume, des boutons de manchette, parce que j'adore les poignets mousquetaires, ça permet de porter des boutons de manchette rigolos. Et ce paradoxe, alors ça je vais vous dire, j'ai appris il y a quelques années un truc extraordinaire. J'avais comme client un des premiers hébergeurs de sites internet en France. Il travaillait dans un hangar où quand on arrivait le matin, ça se sentait un tabac un peu prononcé. C'est-à-dire qu'ils fumaient tous de l'herbe qui rend nigo, quoi, hein. Ils avaient des capuches, des dreadlocks, c'était les hackers de séries télévisées. Et je lui avais dit, je suis très content de venir travailler avec toi parce que je peux venir en pull à col roulé noir. Imaginez la révolution déjà. Waouh! Il m'avait grondé. Il me disant non, pas toi. Toi, t'es avocat, tu viens en costard. À la limite, tu viens pas avec la cravate. Et ce jour-là, le rebelle absolu, le mec qui fume du chichon, le mec qui crée le barbare, le truc, le machin, il m'a infligé une leçon, il m'a donné une leçon, je l'ai bien prise, qui est que les gens attendent de nous une image. On peut le regretter. Certains arrivent à casser cette image voilà, mais moi, quand je vais en réunion place de l'Opéra, dans des bureaux, sur des projets à 10 millions d'euros,
Ça m'est déjà arrivé d'y aller en jean et en veste, entre guillemets, cool. Ça marche pas. Ça marche pas. Je le regrette, hein, mais je rêverais de pouvoir travailler en sweat à capuche, parce que ça ferait plus surfeur que ce que je porte aujourd'hui. Déjà, j'ai tombé la cravate il y a quelques années. Il y a des clients qui m'ont reproché. Bizarre, hein? Les gens attendent encore de nous qu'on soit comme ça. C'est comme ça. Je le regrette. Merci beaucoup, Bernard Lamont. Merci beaucoup. D'avoir C'est été très invité. agréable.